Bonjour, je suis Éric Brionne. Bienvenue dans l'Observatoire du Monde qui arrive, épisode 4, une coproduction pédagogique entre la Paris School of Luxury et Dark Planning. Comme chaque mois, nous partirons à la recherche des signaux faibles du monde post-Covid-19. Nous accueillons avec fierté notre nouveau partenaire, l'IFOP, et son président du directoire, Stéphane Truchy, qui en exclusivité nous présentera un signal faible détecté par la data de l'IFOP. À toi Stéphane. Bonjour, le marché du luxe est toujours caractérisé par l'excellence de ses produits. Ce qui m'a frappé dans les enquêtes récentes que nous avons fait à l'IFOP, c'est ce signal fort qui est ici de dire que 44% des consommateurs du luxe craignent la toxicité et le désignent comme un risque majeur pour la qualité des produits. On retrouve ensuite la mise en avant du risque de baisse de qualité à 35% et le mensonge sur l'origine de fabrication. La toxicité aurait pour effet derrière, on le voit ici, de déclasser les marques. 67% des consommateurs du luxe nous disent qu'une marque qui produirait des produits avec un risque de toxicité se désengagerait de cette marque et la boycotterait. C'est un élément important que les marques doivent prendre en avant, surtout dans un contexte où la pandémie qu'on vient de traverser a très clairement mis en relation la santé de la planète et la santé de l'individu. Et dans ce contexte-là, ils attendront une exemplarité des marques sur leur capacité à développer des produits dans l'innocuité et la qualité de la sécurité pour leur propre santé. Vu précédemment dans les anciens épisodes, nous avons détecté un rêve de résilience suivi naturellement par des tentatives d'adaptation. Aujourd'hui, nous rentrons dans une zone de haute turbulence. Coup de théâtre. Plus nous avançons dans la crise coronavirus, plus nous ressentons sa nature inédite, mondialisée, sanitaire, économique, sociale et politique. Aussi mystérieuse que le virus, elle entraîne des réactions étonnantes, une série de coups de théâtre. Ces coups de théâtre à répétition proviennent plus d'une accélération XXL de tendance observée en 2019 qu'une apparition magique. Coup de théâtre au niveau du consommateur. Tout d'abord, miracle, les Français et même les Franciliens deviennent un peu positifs. Le confinement a été bien vécu pour 83% des Franciliens. On va même pointer une nostalgie de la période confinement chez certains. Le désir d'exode à la campagne a été largement fantasmé. Même un optimisme économique apparaît, une petite satisfaction pour le gouvernement et son déconfinement. La France étant même citée en exemple par le New York Times. Autre coup de théâtre, nous avions laissé le luxe plébiscité par le grand public pour toutes ces actions citoyennes pendant la crise Covid. Le voilà ciblé aux États-Unis, ses boutiques pillées et une interrogation profonde. Comment porter du luxe dans les rues au moment où les tensions sociales et les inégalités sont insupportables? Parfaitement incarné par le film scandale The End. Enfin, une interrogation en parallèle par Bloomberg qui souligne la déconnexion totale entre le marché financier si optimiste et la crise économique si palpable. Surprise, l'Occident doit copier la Chine, comprendre que l'e-commerce doit être bien plus qu'une transaction, mais une véritable expérience. Comme cette virtualisation 3D d'un magasin Ikea, on est loin de la page blanche qui collectionne les photos et les textes, comme le service Eleme, où l'on peut acheter tout à n'importe quel moment à proximité, et même cette inspiration d'Amazon, où on imagine des Amazon Go partout à travers les villes américaines, profitant de la crise terrible du retail américain. Et même le luxe avec Gucci et ses séances de shopping personnalisées en streaming vidéo. Et oui, le vendeur doit aussi changer de métier, de nature. Il devient un véritable YouTuber, un streamer professionnel. Multiplication des ventes de ventes personnalisées, comme chez Galeries Lafayette, dans le call center Gucci, ou ces 5000 vendeurs de la chaîne de grands magasins chinois appartenant à Alibaba, ici intimés, qui a fait basculer ces vendeurs en véritables live streamers. Ce qui amènera des restructurations lourdes, comme on peut le voir chez Zara, qui programme la fermeture de 1000 boutiques pour mieux se concentrer sur son e-commerce. Le maquillage en mode fou, maximaliste, pour oublier qu'on se ressemble tous avec un masque. C'est le retour du maquillage très créatif, inspiré par la série culte d'HBO Euphoria. Tout sera politique pour les marques en 2020. L'impact sociétal Covid, la flambée planétaire du mouvement Black Lives Matter, les élections américaines, tous ces chocs d'indignation emportent les marques sur la scène politique. La beauté, son secteur, se confronte concrètement au racisme. Il doit être transparent sur la question. Pas de place à la démagogie.
comme la maison Céline attaquée de n'habiller aucune célébrité black. L'engagement des marques ne va pas se résumer à du beau, de l'esthétique ou des coûts de communication. Des grands investisseurs épinglent Tim Cook d'Apple, accusé d'être trop mou par rapport à Trump. Des posts Instagram ne suffisent plus. Amazon est montré en exemple, puisqu'il vient d'interdire à la police l'utilisation de son système de reconnaissance faciale. Coup de théâtre, la fameuse raison d'être, le purpose des marques, est morte pour Domas. Coup de théâtre dans le branding, la raison d'être, le purpose des marques, est morte pour Thomas Kosler. Les marques doivent arrêter de donner des leçons de morale, paraître trop héroïques. Nous rentrons dans l'ère du post-purpose, des actes plus que des déclarations. La marque ne serait qu'un accompagnateur, un coach pour consommateurs. Enfin, l'engagement des marques exacerbe la créativité des foules. L'exemple de ce Vogue Challenge, où se désigne un Vogue Afrique totalement libéré, créatif, révolutionnaire. La beauté et la mode sont à l'avant-garde des combats progressistes. Les indépendants beauté acceptent l'enquête de Teen Vogue, révélant une totale transparence sur leur pourcentage d'employés afro-américains et surtout leur pourcentage dans le COMEX. Gucci, qui après le scandale du Blackfest 2019, tire les conclusions, tient ses promesses, avec sa première promotion de 22 jeunes étudiants afro-américains soutenus financièrement par la marque. L'engagement des marques passe aussi au tribunal révolutionnaire des réseaux sociaux. Les scandales se multiplient. Virgil Abloh, Estée Lauder, Philippe Plein, Adidas, les scandales sont légion. L'engagement des marques renverse toutes les conventions marketing. On retarde le lancement de la console de jeu la plus attendue au monde, la PS5, pour laisser passer le message antiraciste. Et en même temps, vos concurrents, publiquement, vous félicitent de vos engagements. Que de coups de théâtre. L'impossible est devenu possible dans ce monde post-Covid-19. Mais les magasins sont pillés, en particulier dans l'univers de la streetwear. Mais la solidarité ne plie pas. On mesure entre 3 et 6 milliards d'impact sur ces manifestations qui ont viré en insurrection pour le retail américain. L'impact retail est immédiat. La réinvention retail est exigée et maintenant, sous peine d'extinction brutale. Là encore, le streetwear est à l'avant-garde. Il comprend que la mutation est forte, pas une simple secousse. Rendez-vous individualisé avec des clients. On est dans le clienteling. Magasin vitrine. Drop réinventé, avec tombola virtuelle donnant accès à un rendez-vous à une heure précise pour éviter les foules. La street s'interroge. Que reste-t-il du cœur de son expérience? La jouissance d'une communauté. À la différence du luxe européen, le luxe américain est en voie d'extinction. Les faillites et les pertes s'amoncellent sur le fameux luxe accessible américain. Il est loin le Yalta du luxe. Oui, une même vérité est partagée par les business luxe, mode et beauté partout à travers le monde. Il faut faire revenir les touristes chinois sous peine d'extinction. Oui, le luxe est dépendant de la Chine, mais oui, nous sommes dans un contexte délétère qui est négatif par rapport à ce retour. Surprise, les plus gros deals business de l'année dernière sont sur la sellette. L'endettement de Tiffany, ses pertes abyssales d'un côté. Les mensonges dans les comptes de Cali Cosmetics. Tout ça met à mal ces transactions records. Par contre, une même conclusion est sans surprise. Le savoir-faire résilience des marques est un véritable Graal. Harvard Business Review consacre un magazine entier, management également, et le Salon du Luxe, le 1er juillet, ouvre ses portes à ce savoir-faire résilience. Coup de théâtre sociétal, avec cette injonction de Procter & Gamble, qui prend aux gorges les Blancs d'agir concrètement contre le racisme. Les fans de K-pop deviennent le bras armé digital contre l'antiracisme. Hacking d'applications policières de reconnaissance faciale pendant les manifestations. Hacking des comptes Twitter racistes, des suprémacistes blancs. Guérilla des hashtags. Appel géant aux dons. Les fans de K-pop se mobilisent. Humilité de l'Occident par rapport à la résilience du continent africain porté en modèle qui a réussi à vaincre Covid. Fierté, audace et créativité d'une jeune Afrique talentueuse. Des manifestants qui se révoltent contre les casseurs et protègent les boutiques pour ne pas polluer le mouvement Black Lives Matter, comme nous pouvons voir ici dans les rues américaines. Et si la distanciation sociale était le luxe? Triste coup de théâtre avec ces villes sanitaires, avec ce principe de l'espacement à l'autre au cœur du paysage urbain. Enfin, notre rendez-vous final, les tribus post-Covid-19. Depuis notre premier numéro, nous fouillons, nous détectons leur émergence.
Première tribu, les Néo-Sprezzatura. Ce sont les privilégiés et les vainqueurs du confinement. Ils ont profité de ces temps d'enfermement pour affiner un style de vie millimétré, digne héritier du mouvement Sprezzatura du XVIe siècle en Italie. Hyperactifs sur les réseaux sociaux sportifs, ils lancent une demande de home leisure, la possibilité d'une consommation confortable, casanière en restant toujours hype. La tribu Néo-Sprezzatura, c'est des jouisseurs, nous l'avons vu, et c'est le en même temps en beauté. Ils inventent le Flexitarian Beauty, un mélange subtil d'une obsession pour la clean beauty dans ses ingrédients, mais en même temps matinée de chirurgie et de botox. Les survivalistes, c'est la tribu dominante, qui se recrute toutes CSP confondues. Elle se caractérise par une consommation post-traumatique dictée par deux angoisses, le sanitaire et l'économie, la sécurité d'abord. Chez le survivaliste, ce qui compte avant tout, c'est la sécurité. Leur confiance se mérite. Un objet de luxe les fait rêver. C'est l'investissement financier royal le plus safe de tous les produits financiers, le Kelly Hermès. Il bat des records en termes de ventes dans les maisons d'enchères, comme chez Arqueal ou chez Christie. Mais au-delà, comme toutes les ventes de produits stars, de produits cultes luxe, à la différence du monde des arts qui, lui, accuse une baisse des ventes d'enchères à 97%. À l'antithèse de cette démarche sécuritaire, nous voyons ces magasins qui propose une décharge de non-responsabilité à la contamination Covid en cas de visite du magasin. Safe toujours avec l'aspiration au loisir 100% antivirus. Avec ses tenues de protection adaptées au concert, ses masques colorés. Tout est bon pour la sécurité avec un marché estimé pour la mode potentiel de 20 milliards de dollars. Troisième tribu fascinante, les anti-streetwear. Annoncé par Virgil Abloh, ce high beast en mode transformation est moteur d'une révolution dans le domaine du streetwear et au-delà dans toute la consommation. Client immunisé par la hype, le marketing, il veut s'inscrire dans le choc « less is more ». Ses mots-clés sont qualité, conscience, minimalisme. Ex-client de la logomania, il met en vente sa collection sur les plateformes de resell. L'anti-streetwear porte une crise morale par rapport à son secteur chéri, avec comme symbole l'attaque par rapport à Suprême, ces interrogations toujours aussi hyper matérialistes, mais aussi hyper protégées par la police pendant les émeutes. Ce matérialisme mis au nu et questionné. Besoin de sens, de culture, d'hommes et finalement d'initiation. Quatrième tribu, les interbrutalistes. Cet interbrutaliste se retrouve pleinement dans les travaux du philosophe camerounais Achille Mbembe sur le brutalisme, ou le mouvement de démolition et de dévitalisation du monde qu'exerce le capitalisme et l'hyperconsommation sur les imaginaires, les corps, les objets et l'ensemble du vivant. La crise Covid-19 fait croître les effectifs des alterbrutalistes. Apôtres de la décroissance, ils voient dans la déconsommation et l'indignation contre le système une méthode pour se faire entendre, agir concrètement et faire aussi des économies. L'interbrutaliste est la beauté. À la fois en hypersurveillance politique par rapport à l'engagement des marques, l'interbrutaliste est un vrai bras armé progressiste de la consommation responsable. Incarné par le maquillage, qui bien plus qu'une sublimation de la beauté, devient l'étendard de nos convictions pour l'alterbrutaliste. Tribu numéro 5, les Westwardiens. Les Westwardiens vivent dans une dystopie au quotidien. Hérités du réseau social Second Life, ils réinventent les principes fondateurs wildiens, faire de sa vie un chef-d'œuvre en la projetant dans la matrice. Leur ambition, réaliser un avatar, miroir plus que parfait de leur personne physique. Amateurs de beauté, ils sont friands de mode virtuel et d'objets de luxe dématérialisés. Tout est bon pour transcender le réel, en particulier pour le Westwardien. Tricher avec le maquillage, jouer avec son masque pour s'inventer un deuxième visage. Voilà une volonté virtuelle ici. Faire des selfies de groupe, mais en étant solitaire, en trichant. L'autre nous manque, nous réinventons l'autre grâce à la magie du digital. Tribu 6, End of the fucking world. Nous l'avons vu dans un magasin Lidl, des PlayStation 4 à 95 € qui a créé des émeutes de survie pour mieux acheter cette PlayStation pour la revendre après au second marché avec un bénéfice de 100 €. Première victime de la crise sanitaire, ils sont en première ligne de la crise économique globale. Leur seul mot d'ordre, survivre à cette tragédie. Fin du mois, bien avant fin du monde. Ils sont imperméables aux injonctions, au mieux consommer, au plus écologique. Ce qui compte, c'est la protection de leur pouvoir d'achat menacé. La facette beauté de cette tribu est fascinante. Elle montre l'émergence du do-it-yourself, qui permet de faire des économies, qui est ludique et en même temps 100% safe. C'est do-it-yourself qui est l'apanage du End of the fucking world,
a un pouvoir qui dépasse largement ses tribus. Voilà nos 6 tribus présentées. Chers amis, rendez-vous en octobre pour l'Observatoire du Monde qui arrive numéro 5. En attendant, rendez-vous à partir du 1er juillet au Salon du Luxe Digital pour un 100% résilience pour son édition la plus grande de son histoire. Portez-vous bien.